Je m'appelle Michael. Il y a 2 ans, j'ai bossé sur la restauration d'une vieille mine dans le Montana. Et ce qu'on a trouvé là-bas n'aurait pas dû exister. Cette histoire, c'est pas une histoire de fantômes ou de monstres, mais de trucs bien plus réels et donc bien plus flippants. Notre équipe de 4 personnes bossait pour Consolidated Minerals. Notre mission était simple, remettre en état et évaluer l'état de la mine. Blackwood, une mine d'or abandonnée et inondée depuis la fin du 19e siècle. La boîte voulait savoir s'il valait le coup de relancer l'exploitation avec de nouvelles technologies. L'équipe était composée de moi, Robert, notre chef d'équipe avec 20 ans d'expérience sous terre, Léo, un jeune presque débutant, et David, l'ingénieur responsable du matériel. On bossait ensemble depuis plusieurs années. On formait une équipe bien rodée. Les 2 premières semaines, tout s'est passé comme prévu. On a installé de puissantes pompes et commencé à pomper l'eau qui stagnait dans les puits depuis plus de 100 ans. L'eau s'écoulait lentement, le niveau baissait de quelques centimètres par jour. On descendait à la suite, on renforçait les anciens supports, on déblayait les éboulis. Le boulot était sale, monotone et tout à fait ordinaire. Une mine, c'est une mine. Des tunnels sombres et humides, une odeur de pierre mouillée et de bois pourri. Tout a changé au cours de la 3e semaine. On avait atteint le niveau inférieur, à environ 100 mètres de la surface. Les pompes tournaient à plein régime pour pomper l'eau du tunnel le plus profond, qui, d'après les vieilles cartes, était sans issue. Et puis, un matin, alors qu'on se préparait à descendre, le sol a légèrement tremblé sous nos pieds. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais plutôt un coup sourd et profond, comme si quelque chose d'énorme s'était effondré loin sous nos pieds. On s'est regardé, Robert s'est approché du treuil et a vérifié les capteurs de pression des pompes. Ils indiquaient une chute brutale. « On dirait qu'il y a une rupture », a-t-il dit calmement. La pression de l'eau a percé une vieille cloison ou le fond de la galerie inférieure. Toute l'eau s'écoule quelque part vers le bas. Et en effet, au cours des heures qui ont suivi, l'eau du niveau inférieur a complètement disparu. Elle ne s'est pas évaporée, elle a simplement disparu, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon géant. C'était bizarre. Les vieilles cartes minières étaient jamais super précises et rien n'était indiqué sous ce niveau. Le vide pointe de la roche. On a attendu encore quelques heures que la ventilation chasse les gaz accumulés, puis on a commencé à descendre pour inspecter les lieux. L'air en bas était différent, pas comme d'habitude dans les galeries asséchées, humides, avec une odeur de boue et de moisissure. Cet air était sec, presque stérile, avec un léger goût de poussière et d'ozone, comme après un orage. Tout au bout du tunnel inférieur, là où d'après tous les plans, il devait y avoir un mur continu, nous avons vu un trou. Ce n'était pas un effondrement. Les bords étaient trop réguliers. Le sol était béant, formant un trou rectangulaire d'environ 3 mètres sur 3. Il descendait à la verticale, dans une obscurité totale. On a éclairé avec nos lampes, mais les faisceaux se perdaient dans les profondeurs. La compagnie va vouloir un rapport complet là-dessus, a dit Robert, plus pour lui que pour nous. Il faut aller voir ce qu'il y a là-dessous. Personne ne s'y opposa. C'était notre boulot. On fixa une échelle portable et on commença à descendre. Robert passa le premier, suivi de moi. L'échelle était étonnamment longue, au moins 40 pieds. Lorsque mes bottes touchèrent une surface solide, je me retournai. On n'était pas dans une grotte. C'était un couloir. Les murs, le sol et le plafond étaient faits de blocs lisses et parfaitement ajustés les uns aux autres, d'un matériau gris ressemblant à du béton, mais sans aucun joint. Le couloir était haut, environ 4 mètres, et s'étendait vers l'avant, se perdant dans l'obscurité. On était tous les 4 debout, silencieux, éclairant la zone avec nos lampes. Le silence était total. « Ce n'est pas une mine », dit David, rompant le silence. « Ça ne peut pas être ici.
On avança en essayant de rester ensemble. Au bout d'une centaine de mètres, le couloir tournait à gauche. Et là, on vit de la lumière. Pâle, jaunâtre, il venait de quelque part derrière le tournant. On s'est regardé. Robert a fait signe d'éteindre les lampes. On a obéi et le couloir a été plongé dans la pénombre, éclairé par cette étrange lueur. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, on a atteint le coin et on a jeté un coup d'œil derrière. Devant nous s'étendait un long couloir droit, identique à celui que nous avions emprunté, et il était éclairé. Le long des murs, à intervalles réguliers, étaient suspendues des lampes. Elles étaient vieilles, avec des ampoules en verre épais à l'intérieur desquelles brillaient faiblement des filaments incandescents. Les fils qui les alimentaient étaient épais, recouverts d'une gaine en tissu noir et fixés au mur par des isolateurs en céramique. Une technologie des années 40 ou 50 du siècle dernier. Et elles étaient allumées, profondément sous terre, dans un endroit qui avait été scellé et inondé depuis plus de 100 ans. On est entré dans un couloir éclairé. L'air y était encore plus sec et pur. Sur les murs, près de certaines bifurcations vers des passages latéraux, on a remarqué de petites plaques en papier jauni par le temps. Elles se portaient dans des inscriptions en 2 langues, anglais et allemand. Section 7B, câble d'alimentation principal, générateur auxiliaire. Les inscriptions étaient faites dans une police stricte et utilitaire. On a continué notre chemin, passant devant plusieurs portes identiques en métal gris. Elles étaient toutes fermées, mais l'une d'elles était entr'ouverte. Robert la poussa de l'épaule et elle s'ouvrit sans bruit, dévoilant l'intérieur de la pièce. On jeta un coup d'œil. La pièce était petite, environ 4 mètres sur 4. Au centre se trouvait une table métallique et 2 chaises. Sur la table, il y avait des outils qui ressemblaient à ceux qu'on utilise pour travailler sur des appareils électroniques, mais plus anciens. Un des murs de la pièce était entièrement vitré, du sol au plafond. Le verre était sombre, presque noir, et reflétait la pièce et nos visages perplexes. Léo s'approcha de la vitre et l'éclaira avec sa lampe. Le faisceau ne pénétrait pas à l'intérieur, il se reflétait simplement. Un miroir sans teint, marmonna David. Il s'approcha du mur près de la porte et désigna un petit objectif soigneusement découpé dans le mur. Une vieille caméra avec un boîtier massif. Des fils partaient de la caméra et s'enfonçaient dans le mur. On resta là à regarder cette pièce, une pièce d'observation. Qui ou quoi était censé être observé ici? On avança encore de quelques mètres et on trouva une autre pièce. Elle était plus grande et complètement différente. À l'intérieur, une partie d'une maison avait été recréée. Un coin salon avec un canapé, une table basse et un lampadaire. Il y avait un fauteuil et un tableau représentant un paysage bucolique accroché au mur. Tous les meubles étaient dans le style des années 40, 50. Cela ressemblait au décor d'un vieux film, et l'un des murs était à nouveau recouvert d'un miroir. Dans un coin, près du plafond, nous avons remarqué une autre caméra et une grille de haut-parleurs. On ne savait pas où on était. C'était clairement un énorme complexe secret construit sous une ancienne mine. Mais par qui et pourquoi? D'après la technologie, ça avait été construit au milieu du XXe siècle. Mais comment? La mine était inondée depuis les années 80. Ça n'avait aucun sens. On a décidé de ne pas aller plus loin pour l'instant. Il fallait remonter, signaler notre découverte et attendre les instructions. On a repris le chemin du retour dans les longs couloirs, à la lumière des lampes qui brillaient faiblement. Et on est revenu à notre escalier qui pendait dans une ouverture rectangulaire dans le plafond. On est monté dans le tunnel familier de l'ancienne mine. L'air humide et l'odeur de la pierre nous ont semblé familiers après la sécheresse stérile du complexe souterrain. Robert a tout de suite contacté la surface, a fait un rapport général de la situation sans entrer dans les détails.
Il a dit qu'on avait trouvé une cavité qui n'était pas indiquée sur les cartes et qu'il fallait l'inspecter. On lui a dit de remonter. On a rassemblé nos outils et on est allé vers le puits de principal. David était le dernier. Arrivé près de la cage, il s'est arrêté et s'est retourné. « Les gars », a-t-il dit doucement, « quelque chose ne va pas. » On l'a regardé. Il regardait l'échelle qui menait du puits à la surface. Cette même échelle qu'on avait montée et descendue des dizaines de fois. « Qu'est-ce qu'il y a » a demandé Robert. « Les marches », répondit David, sans quitter l'escalier des yeux. « Je les ai comptées quand on est descendu ce matin, juste pour m'occuper. Il y en avait 12 marches jusqu'à notre niveau. » On leva les yeux, l'escalier se perdait dans l'obscurité du puits. « Et alors ?» demandai-je. David tourna lentement son regard vers nous. Son visage était pâle, même à la lumière de la lampe frontale. « Maintenant, il y en a 30, peut-être 35. Je n'en vois pas la fin. On est descendu de 100 mètres, et maintenant, il faut remonter 300 mètres. » On était resté immobile, regardant vers le haut, dans l'obscurité du puits. Les mots de David flottaient d'eau dans l'air lourd et humide. 30 volées. C'était impossible. On était à 100 mètres de profondeur. Une volée d'escalier mesure généralement environ 2,50 mètres, peut-être 3. 12 volées, ça fait environ 100 mètres, ce qui correspondait à notre profondeur. Mais 30 ou 35. Ça voulait dire que la sortie était maintenant à 300 mètres, presque 100 mètres au-dessus de nous. T'es sûr? La voix de Robert était calme, mais on pouvait y entendre une certaine tension. Absolument, répondit David. Je compte toujours les marches, les volées, tout. C'est une habitude. Ce matin, il y en avait 12. Je le jurerais. On était resté silencieux. La logique refusait d'accepter ce fait. L'escalier ne pouvait pas avoir grandi. Le puits ne pouvait pas être devenu plus profond en quelques heures. Mais on voyait tous la même chose, des sections d'escalier métalliques s'enfonçant dans l'obscurité, et il y en avait beaucoup plus qu'il n'aurait dû y en avoir. « Peut-être qu'on n'est pas dans la bonne galerie », suggéra Léo. Sa voix tremblait. « Peut-être qu'on s'est perdu dans ce complexe et qu'on est sorti dans un autre puits ?»« Impossible », rétorqua Robert. « Il n'y a qu'un seul puits ici, et on était revenu exactement par le même chemin. J'ai laissé des marques à la craie sur les murs. » Il éclaira le mur à côté de la cavité par laquelle nous étions sortis. Une croix blanche était visible sur la pierre grise. Voilà, on est au bon endroit. La situation était absurde. Nous étions confrontés à un fait qui contredisait toutes les lois de la physique. Mais il était inutile de le contester. L'escalier était devant nous, et pour remonter à la surface, nous devions l'emprunter. « Bon, » dit Robert après un long silence, « parler ne servira à rien. Montons. David, tu y vas en premier. Compte les marches à voix haute. Je te suis. Michael, puis Léo. Gardez une distance d'une marche entre vous. Ne vous précipitez pas. Vérifiez chaque marche. » David acquiesça, s'approcha de l'escalier et commença à monter. La lampe fixée à son casque éclairait les traverses rouillées et les murs humides de la cage d'escalier. « Premier, » dit-il depuis le haut. On attendait. Deuxième. Pause. Troisième. Sa voix devenait de plus en plus faible, s'éloignant. Quand il eut compté jusqu'à 12, il s'arrêta. « C'est notre niveau !» cria-t-il d'en haut. « Il doit y avoir une sortie, mais il n'y en a pas, juste un mur. » Mon cœur s'est serré. J'ai regardé Robert. Son visage était impassible. « Continue, David !» a-t-il crié en réponse. 13. 14. La voix de David devenait de plus en plus faible. Nous avons commencé à remonter, en respectant l'ordre. Je grimpais derrière Robert, sentant des gouttes d'eau froide couler sur ma nuque. L'escalier était vieux, mais solide. Je ne regardais pas en bas, seulement en haut, vers les lumières de la lampe de Robert et David qui s'éloignaient. L'air devenait plus froid,
25, résonna l'écho. Les muscles de mes bras et de mes jambes ont commencé à brûler. C'était une ascension monotone et épuisante. Chaque nouvelle volée de marche semblait interminable. J'ai arrêté de penser à comment c'était possible. Je grimpais simplement, bougeant machinalement mes bras et mes jambes, concentré sur le petit cercle de lumière de ma lampe. 32, 33. Et tout à coup, la voix de David a changé. De la lumière, je vois de la lumière. Ça nous a donné des forces, encore quelques minutes, et on était en haut. Je me suis extirpé du puits et je me suis appuyé sur mes genoux, haletant. On était à l'entrée de la mine, près du treuil. C'était le jour. Le soleil était haut, mais sa lumière semblait terne, floue, comme si on le regardait à travers une vitre poussiéreuse. On a regardé autour de nous, notre campement était là. Quelques caravanes, un générateur, un camion avec du matériel. Tout était comme on l'avait laissé le matin, mais quelque chose clochait. C'était trop calme. D'habitude, il y avait toujours une ou deux personnes de l'équipe de soutien qui restaient à la surface pour surveiller le générateur et les communications. Là, il n'y avait personne. « Hé, il y a quelqu'un ?» a crié Robert. Sa voix s'est perdue dans le silence. Pas de réponse. Seul le vent soufflait dans les cimes des pins. On s'est lentement dirigé vers les remorques. La porte du wagon principal, où se trouvait la radio et les documents, était entr'ouverte. On est entré. Sur la table, il y avait une tasse de café à moitié vide. À côté, il y avait un livre, ouvert. Une veste était suspendue à un cintre. Tout semblait indiquer que les gens étaient venus juste sortis un instant et allaient peut-être revenir. Mais ils n'étaient pas là. On a vérifié les autres caravanes. Vide, le générateur tournait, faisant un bruit régulier et crachant une fumée grise dans l'air. Les clés étaient sur le contact du camion. On a fait le tour du campement. Aucun signe de lutte, aucune trace de panique, juste des caravanes vides et un silence de mort. « Ils ne peuvent pas être partis comme ça », a dit Léo en regardant nerveusement autour de lui. « Ils devaient nous attendre. » Robert s'approcha de la radio et l'alluma. Le haut-parleur grésilla. Il appela plusieurs fois la base en donnant notre indicatif. Seul le crépitement des décharges statiques lui répondit. Il changea de canal, répétant l'appel, encore et encore. Silence. C'est alors que David, qui inspectait notre camion, nous appela. « Les gars, venez ici. » On s'approcha. Il se tenait près de la roue, avant, et regardait quelque chose par terre. C'était une plaque métallique de la taille d'une paume, vissée au châssis du camion. On met généralement ce genre de plaque sur les équipements d'usine, avec le modèle et le numéro de série. Mais celle-ci était différente. Elle portait les deux mêmes mots que nous avions vus dans le complexe souterrain, en anglais et en allemand. « Property of Zobay Eigentum von », a lu David. Et puis, il y a un numéro et un logo. Je n'ai jamais vu ça. Le logo était bizarre, 3 cercles concentriques traversés par une ligne verticale. J'ai eu un frisson. Ce camion appartenait à Consolidated Minerals. On était arrivé ici avec il y a 3 semaines. Il y avait les logos de la société dessus. Et maintenant, à la place, il y avait cette plaque. On a commencé à inspecter le reste du matériel. Et on a trouvé la même chose partout. Sur le boîtier du générateur, sur les pompes qu'on avait laissées à la surface, même sur les caisses à outils. Partout, il y avait ces étranges plaques avec une double inscription et un logo à 3 cercles. C'était comme si, pendant qu'on était en bas, quelqu'un avait méthodiquement fait le tour de tout notre camp et remplacé tous les logos. « C'est quoi ce bordel ?» a chuchoté Léo. Personne n'a répondu. On se tenait au milieu de notre camp, qui n'était plus le nôtre. Il appartenait à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui construisait des villes sous terre et changeait la réalité pendant qu'on pompait l'eau de l'ancienne mine. Robert est retourné à la radio. Il a tourné encore et encore le bouton de réglage, parcourant toute la gamme. Il n'y avait pour l'essentiel
que des sifflements. Mais sur l'une des fréquences, il a capté un signal. Ce n'était pas une voix, c'était un son monotone, mécanique, une série de clics, suivie d'une voix impassible et synthétique qui prononçait des chiffres en allemand. La voix répétait la même séquence de 5 chiffres, encore et encore, sans émotion, sans intonation, juste de l'info. On était dans le silence de la remorque à écouter cette voix venue de nulle part. Et j'ai compris qu'on n'avait pas juste perdu le contact avec la base, on avait perdu le contact avec tout le monde qu'on connaissait. Robert a éteint la radio. Dans le silence qui a suivi, ces mots ont résonné comme un verdict. On doit partir d'ici, tout de suite. Il ne nous regardait pas, mais fixait la fenêtre, le campement désert et le soleil pâle. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus aller nulle part. La décision fut prise sans discussion. La peur est instinctive, et notre instinct nous criait qu'il fallait partir. On ne perdit pas de temps à rassembler nos affaires. On prit seulement quelques bouteilles d'eau et un sac à dos de secours, avec une trousse de premiers secours et des fusées de détresse, même si au fond de moi, je savais qu'il n'y avait plus personne à qui signaler notre présence. Robert s'est mis au volant du camion. Je me suis assis à côté de lui. David et Léo se sont installés à l'arrière, parmi les caisses d'outils qui nous semblaient désormais étrangères. La clé a tourné dans le contact, le moteur a démarré du premier coup. Rien n'avait changé dans le fonctionnement du véhicule. C'était toujours le même vieux Ford fiable qui servait l'entreprise depuis 10 ans. Mais la plaque sur le châssis la reliait à ce nouveau monde qui n'était pas le nôtre. On a quitté le camp et on a pris la route forestière. Il y avait environ 30 km de gravier avant la route goudronnée la plus proche. Je connaissais cette route par cœur, chaque virage, chaque nid de poule. Mais maintenant, elle semblait différente. La forêt était la même. De grands pins, un sous-bois dense. Mais les petits détails qui donnaient diamant vie à cet endroit avaient fait disparu. Je ne voyais ni écureuil ni chipmunk traverser la route. Il n'y avait pas d'oiseaux dans le ciel. L'air à l'extérieur était immobile et inodore, comme s'il avait été filtré. « Tu le sens » demandai-je à Robert, en essayant de ne pas trembler. « Oui » répondit-il brièvement, sans quitter la route des yeux. C'est comme si tout avait été éteint. La route semblait interminable. D'habitude, on faisait ce trajet en 40 minutes. À présent, d'après l'horloge du tableau de bord, 1 heure s'était écoulée et on roulait toujours dans la forêt. Le temps passait, mais la distance semblait s'étirer. Finalement, une clairière apparut devant nous. On arriva sur une route nationale. Une double voie, goudronnée, s'étendait de part et d'autre. Ici aussi, c'était désert. Pas une seule voiture, ni en sens inverse, ni dans le même sens. On a tourné à droite, en direction d'une petite ville appelée Silver Creek, à environ 60 miles. Il y avait un motel, une station-service, le bureau du shérif. C'était notre seule chance de contacter le monde extérieur, ou au moins de comprendre ce qui se passait. La route était en parfait état, trop parfaite. Pas de fissures, pas de nid de poule. Le marquage était clair et frais. Le long de la route, à intervalles réguliers, se dressaient des poteaux avec des fils, mais les poteaux eux-mêmes n'étaient montés pas en bois comme avant, mais fins, métalliques, de couleur grise. Toujours ces petits détails bizarres qui me donnaient des frissons dans le dos. On roulait en silence. La radio de la voiture ne captait que des grésillements et, sur une seule fréquence, la même voix mécanique qui lisait des chiffres en allemand. On l'a éteinte 1 heure et demie plus tard, on aurait dû voir Silver Creek. La ville est apparue à l'horizon, pile à l'heure prévue. Mais ce n'était pas la ville dont je me souvenais. La silhouette était différente. Au lieu du bétonnage chaotique d'une petite ville de province, on a vu des bâtiments austères, géométriquement parfaits. Pas d'enseignes lumineuses, pas de panneaux publicitaires. On a ralenti et on a pris la rue principale. La ville était bien là, mais elle était différente.
Les maisons étaient bonites construites avec le même matériau gris que les blocs du complexe souterrain. Les fenêtres étaient toutes identiques, des rectangles sombres. Au lieu des noms habituels des magasins, alimentation, pharmacie, outils, il y avait juste des inscriptions simples, écrites avec la même police utilitaire que sur les plaques en bas. Il y avait des gens dans les rues. Ils marchaient dos sur les trottoirs, mais ne se parlaient pas. Leurs mouvements étaient mesurés, déterminés. Les hommes et les femmes portaient tous les mêmes vêtements sombres et simples. Ils ne faisaient pas attention à notre camion, comme si on était invisible. On est passé devant une station-service. Au lieu des logos familiers de Shell ou Exxon, il y avait le même symbole sur les pompes. 3 cercles concentriques barrés d'une ligne. On s'est arrêté devant un bâtiment avec l'inscription « Administration ». Il se trouvait à l'endroit où était autrefois le bureau du shérif. « Il faut entrer », a dit Robert. « Il faut essayer de parler à quelqu'un. » Mais aucun de nous ne bougeait. C'était physiquement difficile de regarder ces gens, cette ville. C'était comme un rêve dont on ne pouvait pas se réveiller. Léo a vomi discrètement dans le coffre. David était assis, la tête entre les mains, se balançant d'un côté à l'autre. Et puis, on les a vus. Une voiture est sortie du coin de la rue. Elle roulait sans faire le moindre bruit. Elle n'avait pas de pot d'échappement. Son design était anguleux, fonctionnel, comme tout dans cette ville. La voiture était peinte de la même couleur grise que les bâtiments. Et sur la portière, il y avait un logo familier avec 3 cercles. Au volant, il y avait un homme en uniforme gris. Il n'a pas regardé dans notre direction. La voiture passa sans bruit et tourna au coin de la rue. Elle fut suivie par une deuxième, identique, puis une troisième. Ce n'était pas une voiture banale, c'était une patrouille ou quelque chose du genre. Ils faisaient bonne partie de ce système, de cette nouvelle réalité. Ils savent qu'on était là, murmurai-je. Je ne pense pas, répondit Robert. S'ils le savaient, on ne serait pas assis, ici. On dirait qu'ils s'en fichent. On ne fait pas partie de leur monde, donc ils ne nous voient pas. Son calme m'effrayait plus que la panique de Léo. Il analysait la situation comme si on avait affaire à une panne de matériel, plutôt qu'à la fin du monde. On est resté assis dans le camion pendant encore 10 minutes, observant ce monde étrange et stérile. Les gens entraient et sortaient dans des bâtiments, des voitures silencieuses roulaient dans les rues. Personne ne riait, personne ne criait, personne ne s'arrêtait pour discuter. C'était un système parfaitement huilé, dépourvu de toute humanité. Robert a démarré le moteur. « On s'en va », a-t-il dit. « On n'a rien à faire ici. » On a fait demi-tour et on a quitté Silver Creek. J'ai regardé dans le rétroviseur jusqu'à ce que les bâtiments gris disparaissent au détour d'un virage. Je ne me sentais pas soulagé. J'avais juste conscience de l'ampleur du désastre. Ce n'était pas juste une mine abandonnée. Ce n'était pas juste une équipe disparue. C'était tout. Tout le monde qu'on connaissait avait été remplacé par cette imitation froide et sans âme. Et on était des étrangers là-dedans. Une erreur du système. On est reparti sur l'autoroute. Personne ne savait où aller. Toutes les routes menaient désormais à des villes comme Silver Creek. On était pris au piège. C'est alors que David, qui était resté silencieux tout ce temps, a crié depuis le coffre et a tapé sur le toit de la cabine. « Robert, arrête, arrête !» Robert a freiné brusquement. On a sauté de la cabine. David se tenait au milieu de la route et montrait du doigt de quelque part vers les montagnes, dans la direction où se trouvait la mine Blackwood. « Regardez !» On a regardé. Au loin, au-dessus de la cime des arbres, on a vu une fine colonne de fumée ou de vapeur à peine visible. Elle s'élevait droit vers le ciel depuis l'endroit où se trouvait notre campement. Mais ce n'était pas la fumée de notre petit générateur. C'était un énorme panache de vapeur blanche, comme celui d'une tour de refroidissement géante ou d'une usine industrielle. C'était comme si, là, au milieu de nulle part, là où se trouvaient nos 3 caravanes le matin même,
Une usine entière était en activité. On était sur une route déserte et on regardait ce panache de vapeur. Et j'ai compris. Ce qu'on avait trouvé sous terre n'était pas abandonné. Ça fonctionnait. Ça s'agrandissait. Et l'escalier qui s'était allongé n'était pas une anomalie. C'était un calibrage. Le système adaptait l'ancien monde à ses besoins. Et maintenant, à la surface, il construisait quelque chose de nouveau. On n'avait pas simplement trouvé une ville souterraine. On assistions à sa sortie à la surface, et ce processus était désormais irréversible. On est ici resté quelques minutes sur le bord de la route à regarder le pan de vapeur blanche à l'horizon. Il ne se dissipait pas, ne changeait pas de forme. Il était juste là, preuve irréfutable que quelque chose d'énorme se passait là-bas, dans la forêt. Cette image a définitivement brisé quelque chose en Léo. Il s'est assis sur le bitume et s'est mis à pleurer. Pas de façon hystérique, mais doucement, désespérément, comme pleurent les gens quand ils réalisent que tout est fini. David s'est approché et a posé maladroitement sa main sur son épaule. Robert regardait le panache de vapeur, et je voyais les rouages de son cerveau tourner à toute vitesse. Il rejetait les anciens protocoles, les anciennes règles, essayait d'élaborer un nouveau plan dans un monde où les anciens plans ne fonctionnaient plus. « Il faut aller vers l'Est », dit-il enfin. Sa voix était calme, mais elle ne contenait pas la moindre lueur d'espoir. C'était la voix d'un mécanicien constatant une panne irréparable. Par cette route, allons aussi loin et aussi vite que possible. Si ce changement, s'il se propage, il a peut-être une limite. On doit essayer de la trouver. C'était la seule idée logique dans notre situation. Folle. Fuir, on était remonté dans le camion. Léo était assis à l'arrière, le regard fixe, on est parti. Maintenant, on ne faisait plus que rouler. On fuyait. Mais à chaque heure qui passait, il devenait de plus en plus évident qu'il n'y avait nulle part où fuir. Le monde derrière la vitre continuait de changer. Ce n'était même pas des transformations brutales, mais un remplacement progressif et insidieux. Les paysages familiers de la Montana, collines, fermes clairsemées, méandres de rivières, devenaient de plus en plus ordonnés. Les collines semblaient aplaties, les champs avaient une forme rectangulaire parfaite, et les arbres le long de la route poussaient si droit qu'on aurait dit qu'ils avaient donc été plantés à la règle. Nous passions devant de petits villages qui se ressemblaient tous à Silver Creek, des bâtiments gris, des rues de vide, des enseignes identiques. Parfois, nous apercevions dans les champs d'étranges constructions, de hautes tours métalliques ressemblant à des antennes qui émettaient un bourdonnement grave et à peine audible. Personne ne travaillait dans ces champs, mais ils étaient parfaitement entretenus. De temps en temps, des voitures grises silencieuses, avec un logo à 3 cercles, nous dépassaient ou venaient à notre rencontre. Leurs conducteurs ne regardaient jamais dans notre direction. Pour eux, on était comme des fantômes d'un autre monde. Un jour, on a vu quelque chose sur le bord de la route qui m'a fait frissonner. Il y avait là un pick-up Chevrolet classique des années 50, rouge vif, avec des ailes arrondies, une relique du vieux monde. Mais quand on l'a rattrapé, j'ai vu que ses roues avaient été remplacées par les mêmes jantes étranges, sans pneus que celles des voitures grises. Sous le capot, on n'entendait pas le vrombissement d'un vieux moteur. Et sur la portière, par-dessus la peinture rouge écaillée, quelqu'un avait rapidement peint un logo avec 3 cercles. Ils ne se contentaient pas de construire du neuf. Ils absorbaient et transformaient l'ancien. L'aiguille de la jauge d'essence approchait de la zone rouge. On avait besoin de carburant. Devant nous, sur le tableau de bord, qui était lui aussi neuf, métallique et austère, apparut l'inscription « Station-service, 1 km ». Pas une mile, 1 km. Le système réécrivait le monde selon ses propres normes. On quitta la route. La station était comme tout le reste. Un bâtiment gris, quelques pompes, sous un auvent.
Pas une seule autre voiture. On s'arrêta. Personne ne vint à notre rencontre. On aperçut la silhouette d'un homme à la fenêtre du bâtiment, mais il ne bougeait pas. Il regardait simplement dans le vide. « J'y vais », a dit David. « Il faut comprendre comment ça marche. » Robert et moi, on l'a suivi. Léo est de rester dans le camion. David s'est approché d'une des pompes. Elle était simple, sans fente pour les cartes ou les billets. Juste un tuyau avec un pistolet et un seul écran qui affichait des zéros. David a retiré le pistolet et, après une hésitation, l'a inséré dans le réservoir de notre camion. Le message suivant s'est affiché en anglais. Identification. Une seconde plus tard, il a été remplacé par « Véhicule de type 4, autorisation confirmée, ravitaillement ». Le carburant s'est mis à couler du tuyau. On restait là à regarder ça sans rien dire. Notre vieux camion faisait partie de leur système. La plaque sur le châssis qu'on avait remarquée dans le camp n'était pas juste un signe de propriété, c'était un identifiant, un marqueur. Ils savaient pour qui on était. Ils ne nous considéraient juste pas comme une menace ou quelque chose d'important. On était un objet qui se déplaçait sur leur territoire. Le carburant c'est gratuit, a dit David quand le réservoir était plein. Ou plutôt, il est juste distribué, comme l'électricité. Pas d'économie telle qu'on la connaît. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé par la fenêtre de la station-service. À l'intérieur, il y avait une pièce vide, un comptoir et un gars derrière. Il ne bougeait pas. Il était juste debout. Derrière lui, il y avait une carte accrochée au mur, une grande carte détaillée de la région. J'ai senti une montée d'adrénaline. « Robert, regarde !» Robert a suivi mon regard. Il m'a compris sans que j'aie besoin de parler. « David, reste ici. On y va. » Robert et moi sommes entrés. L'odeur était stérile, comme dans un hôpital. L'homme derrière le comptoir n'a même pas tourné la tête quand on est entré. Il regardait droit devant lui, le regard vide. Ses yeux étaient ouverts, mais on aurait dit qu'il dormait debout. On s'est approché du mur. C'était la carte de ce qu'était devenu notre monde. Elle représentait une partie de la Montana et des États voisins. Mais tous les noms avaient changé. À la place des villes, il y avait des numéros de secteurs. Secteur 7, c'était Silver Creek. Secteur 9, secteur 12. Les rivières et les lacs étaient indiqués, mais sans nom, juste comme des ressources en eau. Et au centre de la carte, là où aurait dû se trouver la mine Blackwood, il y avait un grand cercle rouge. Des lignes partaient de moutes de ce cercle dans toutes les directions, reliant les secteurs. La légende sous le cercle disait « Nexus One, nœud central ». On avait trouvé l'épicentre, l'endroit d'où tout avait commencé et d'où tout était contrôlé. Mais le plus effrayant était autre chose. À environ 300 miles à l'est sur la carte, il y avait une épaisse ligne rouge. Elle traversait toute la carte du nord, au sud. La légende le long de la ligne disait « Zone de quarantaine, phase 1, entrée interdite ». Il n'y avait rien derrière cette ligne. Un espace blanc vide, pas de secteur, pas de route. Soit notre ancien monde se trouvait là, et cette ligne était la frontière, la barrière qui le séparait de cette nouvelle réalité. Soit il n'y avait rien du tout. Le vide, Robert sortit un stylo et un bloc-notes de sa poche. Il n'essaya pas de voler la carte. Il se mit simplement à en recopier rapidement et méthodiquement les parties essentielles. Notre position, Nexus One, l'emplacement des secteurs et, surtout, le chemin vers la ligne rouge. L'homme derrière le comptoir ne réagit pas. Pour lui, nous étions des inconnus. On sortit du bâtiment, on monta dans le camion et on partit. Maintenant, on n'avait plus qu'un plan. On avait un but absurde, désespéré, mais un but, atteindre la ligne rouge. 300 miles, dit Robert en regardant la route. Si on roule sans s'arrêter, on y sera demain matin. On roulait sur une autoroute parfaite à travers un monde étranger et ordonné. On passait devant des villes grises et des tours bruyantes.
et je pensais à la ligne rouge. Était-ce la fin de ce cauchemar ou juste la dernière page de notre histoire? Je n'avais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'est qu'on devait le découvrir, parce qu'il ne restait rien derrière nous, à part un monde méthodiquement effacé et réécrit par une force froide et indifférente sortie de terre. La route vers l'est était devenue une sorte d'hypnose monotone. On roulait depuis des heures, se relayant au volant, même si la voiture semblait rouler toute seule, restant parfaitement dans sa voie sur l'autoroute déserte. Le paysage derrière la vitre perdait ses derniers retraits, reconnaissables. Les collines s'étaient mondées complètement aplaties, devenant une surface presque parfaite. Les forêts ont laissé place à des rangées régulières d'arbres identiques, ressemblant plus à des poteaux qu'à des plantes vivantes. Des tours métalliques de vrombissantes se dressaient d'ombre désormais tous les quelques kilomètres, et leur grondement grave et vibrant est devenu un bruit de fond constant, traversant les vitres du camion et semblant résonner directement dans nos os. On ne voyait plus aucune autre voiture, ni aucun village. Le monde était devenu vide. Il n'y avait plus que nous, la route, les tours vrombissantes et le ciel gris et impersonnel. On avait arrêté de parler. Tout ce qu'il y avait à dire avait déjà été dit. Il ne restait plus que l'instinct animal. Avancer vers notre but, vers la ligne rouge tracée sur la carte redessinée par Robert. Léo était assis dans la benne, enveloppé dans une bâche, et ne bougeait pas. David griffonnait sans arrêt dans son carnet, des schémas, des formules, essayant de trouver une logique à cette folie. Robert était assis à côté de moi, le visage figé. Il avait rempli son rôle de chef d'équipe. Il avait trouvé notre but et nous y conduisait. Comme moi, il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. À l'aube, on avait parcouru près de 300 miles. Et puis, on l'a vu. Au début, ça ressemblait à un mirage, à une vibration de l'air au-dessus du bitume brûlant. Mais c'était vertical, une ligne parfaitement droite et scintillante, partant de la terre jusqu'au ciel, se perdant dans les nuages. Elle traversait la plaine d'un horizon à l'autre. Ce n'était pas un mur ou une barrière, faite d'un matériau concret. C'était la frontière de la réalité elle-même. On s'est arrêté à 1 kilomètre. Impossible d'aller plus loin. Le bourdonnement était devenu si fort qu'on aurait dit que l'air vibrait. On est sorti du camion. Même à cette distance, on voyait bien qu'il n'y avait de rien derrière le rideau scintillant. Ni champ, ni montagne, juste un néant blanc et flou. « C'est ça », a dit David en retirant ses lunettes et en se frottant les yeux, comme si ça pouvait l'aider à mieux voir. La zone de quarantaine. Ce n'est pas une barrière, c'est la limite de leur monde. On a avancé à pied. Le sol était dur, recouvert d'une fine poussière grise. Plus on s'approchait, plus la sensation d'électricité statique devenait forte. Les poils de nos bras se sont hérissés. Une forte odeur d'ozone nous a piqué le nez. Et là, Léo, qui nous avait suivis comme un robot, s'est arrêté. Il alla regarder le mur scintillant et pour la première fois depuis des heures, ses yeux ont pris un air pensif. C'était de la terreur. « Je ne peux pas », a-t-il murmuré. « Je n'irai pas là-bas. » Il se retourna et se mit à courir, mais pas loin du mur, vers lui. Il courait et criait, un cri incohérent et désespéré, celui d'un homme qui veut juste que tout ça s'arrête. Robert lui cria d'arrêter, mais c'était trop tard. Léo fonça dans le rideau scintillant, mais il n'y eut ni choc, ni bruit. Son corps sembla figé pendant un instant. Puis, il commença à se désintégrer. Pas en morceaux, mais en lumière. Il se dispersa en une myriade de minuscules particules lumineuses, comme l'image d'un vieux téléviseur qui perd le signal. En une seconde, il ne restait plus rien à l'endroit où il se trouvait. Juste de l'air vibrant. On était resté figé. Le choc était tellement fort qu'il nous paralysait. On restait là à regarder l'endroit où l'homme venait de disparaître. Et à ce moment-là, ils sont sortis du mur de lumière. Ils étaient là, 3. Ils étaient les grands,
plus grands que des humains, et leur corps était verte-fait de la même lumière scintillante et chatoyante que le mur. Leur silhouette était humanoïde. Une tête, un torse, 2 bras, 2 jambes, mais sans aucun détail. Pas de visage, pas de vêtements, juste des silhouettes lumineuses. Ils ne marchaient des pas sur le sol, mais glissaient au-dessus, sans laisser de traces dans la poussière grise. Ils se sont arrêtés à quelques pas de nous. Et j'ai entendu une voix dans ma tête. C'était la même voix, synthétique et impassible que celle de la radio. Mais maintenant, elle ne prononçait pas de chiffres. Elle parlait dans un anglais parfait. Et les mots apparaissaient directement dans mon esprit, sans passer par mes oreilles. Contact non autorisé avec la frontière de quarantaine détectée. Objet 4 delta éliminé. Objet 4 alpha, 4 bêta, 4 gamma doivent être immédiatement recalibrés. David les regardait, le visage marqué par une expression étrange, mélange d'horreur et de compréhension. Il avait compris quelque chose à la dernière seconde. Robert recula instinctivement d'un pas, serrant les poings. Il était prêt à se battre, même s'il savait que c'était inutile. Les silhouettes lumineuses levèrent dans les bras en même temps. Je ne ressentis aucune douleur. Il n'y eut ni flash ni choc. Le monde s'éteignit simplement pendant un instant. Je suis au volant d'un camion. Le moteur tourne bien, on roule sur l'autoroute vers l'ouest. Robert est assis à côté de moi. Il regarde droit devant lui, sur la route. D'après les bruits, David et Léo sont dans la benne. Tout va bien. On a évalué la mine et on retourne à la base. Je regarde mes mains sur le volant. Elles bougent doucement, changeant les vitesses avec assurance. Tout est correct, mais je ne leur donne pas d'ordre. Je les regarde simplement faire. Je regarde Robert. Ses yeux sont ouverts, mais vides, comme ceux de l'homme à la station-service. J'essaie de dire quelque chose, de poser une question, mais ma bouche ne s'ouvre pas. Mon corps continue de conduire le véhicule. Je tourne la tête et regarde dans le rétroviseur. Je vois mon visage. Il est calme, concentré. Mes yeux regardent la route, ils sont vides, eux aussi. Dans le coin du rétroviseur, sur le cadre, il y a une petite étiquette métallique collée. Elle a un logo gravé, 3 cercles concentriques traversés par une ligne verticale, et une inscription « Objet 4 alpha, recalibrage terminé, statut fonctionnel ».